Et donc on avance notre 5e et dernier joueur du jour. On va sur Bam Adebayo, qui est à 34 000 de jeu en moyenne cette saison, 71 matchs, 99 de true shooting plus, donc au niveau moins 1% relatif à la moyenne, 99 pour aller à 100 évidemment, sur 25% d'usage de scoring de basketball référence. Et pour te lancer, on a une saison décevante à l'échelle collective peut-être, mais lui est encore au top de sa forme sans doute. Oui. Bah après, c'est le truc avec Bam Adebayo, c'est on est obligé de considérer la défense. C'est vrai que c'est quelque chose qui est entre guillemets difficile à mesurer, mais je trouve que Bam Adebayo, c'est vraiment il a un peu la malédiction de Spoelstra, tu vois, notamment avec le trophée de défenseur de l'année, où sur les 5 dernières saisons, si tu fais un cumulé, tu vois, un peu comme Thierry Henry à une époque au Ballon d'Or, tu vois, il le gagnait jamais, mais si tu prends les 5 dernières années, tu fais le cumul des points, il est toujours là, et c'est lui qui le gagne. Et en fait, voilà, on a quelqu'un qui est élite en défense, notamment par sa polyvalence, hein. Lui-même l'a dit, je crois que c'est juste avant quand les résultats sont sortis, il a dit, ce n'est pas ma faute, je suis polyvalent, tu vois. Donc, c'est ça aussi, la chose, et la polyvalence, elle a de la valeur beaucoup plus en play-off qu'en saison régulière, même si je trouve que la polyvalence est aussi forte en play-off. Et je pense que Bam Adebayo, il a la malédiction, entre guillemets, des joueurs polyvalents, c'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui t'adapte facilement et tu as beaucoup de possibilités à t'adapter, on ne fait pas les choses en fonction de toi. On t'utilise, entre guillemets, pour faire fonctionner les choses, mais on ne fait pas les choses en fonction de toi, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui cette saison, dans une saison où, voilà, le Heat a eu pas mal de problématiques, notamment offensives, avec les pertes au fur et à mesure de leur premier initiateur. On a eu Jimmy Butler qui a joué un peu moins de minutes que l'an dernier. On a eu aussi Terry Rozier qui est arrivé, qui a pas joué beaucoup. On a eu aussi Kyle Lowry qui est parti et qui jouait pas non plus beaucoup au départ. Et voilà, donc on a eu un Bam Adebayo sur lequel il y avait quand même une certaine pression offensive, et il devait répondre à cette pression offensive tout en restant élite défensivement, ce qu'il n'a pas pu faire, en tout cas du côté offensif du ballon. Ouais, mais c'est comme tu dis, je pense que enfin, après, pour moi, un des problèmes de la saison de Bam Adebayo, c'est pas lui. C'est le fait qu'il y a une superstar à côté, mais qui est un peu réticent à avoir un volume de superstar, quoi. C'est Butler, évidemment. Et bon, on le connaît, il est toujours un peu comme ça, mais tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup moins, c'est cet aspect de, non pas le développement offensif, mais pour moi, il y a un peu une prise de responsabilité offensive qui parfois est un peu à l'excès, je trouve, et qui nuit à sa valeur et à son jeu, parce que c'est pas un créateur, c'est pas un attaquant naturel. Donc, pour moi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais plus il va prendre des responsabilités en termes de création pure, plus les résultats vont être un peu décevants parce qu'il n'a pas le niveau d'efficacité pour y répondre. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est un peu décevant parce que ouais, s'il y avait vraiment des vrais créateurs d'élite à haut volume et enfin voilà, des initiateurs de très haut niveau à Miami, il n'y aurait peut-être pas autant besoin de responsabiliser au scoring un Bam Adebayo. Après, sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'il est polyvalent, mais je pense que c'est juste une question de narratif aussi en un sens. Parce que tu vois, ok, il est polyvalent dans une défense en switch, mais en un sens, pour moi, c'est un mec qui est largement calibre défenseur de l'année. C'est juste qu'il l'a pas eu de facto, parce qu'il y a aussi ce truc de pour avoir le trophée, il faut que ton équipe soit top 1 de la conférence et que tu aies une bonne défense, etc. Ou des critères un peu comme ça. C'est jamais encore tombé sur lui, c'est jamais encore tombé non plus le narratif parfait pour Anthony Davis, ou je crois que Tim Duncan non plus l'a pas eu le défenseur de l'année. Mais je pense que défensivement, on est à ce niveau-là. Et moi, sur la défense, j'ai rien à redire. C'est vrai que peut-être que pour beaucoup, c'est un peu plus dur à mesurer parce que c'est pas le classique comme Gobert ou Wembanyama ou des mecs comme ça où tu comptes le nombre de contres, ou alors le style classique de protecteur de panier, voilà, un peu ce stéréotype-là. Lui, c'est vrai que pour aller voir l'impact et pour mesurer l'impact, ça se voit pas sur le nombre de contres, ça se voit pas sur genre la fréquence de tir au panier, parce que les schémas sont différents, donc l'impact est un peu différent, il va pas être partout sur le terrain. Mais pour moi, c'est clairement la clé de voûte d'un système en switch qui marche aussi, parce que tu as ce mec-là qui est capable de switcher sur tout le monde et de tenir littéralement tout le monde en NBA. Et ça, c'est une valeur qui est quand même assez extraordinaire défensivement, quoi. C'est vrai. Et puis, tu vois, par exemple, tu parles de la notion de polyvalence offensive. Alors, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui va être très fort sur du switch que ça peut pas être un roamer élite aussi, tu vois. Et peut-être que tu vois, cette année, ils ont fait le choix de prendre un pivot qui shoot d'un point de vue théorique, enfin d'un point de vue profil à la draft, peut-être pour essayer de le faire jouer, peut-être comme avec Team USA, hein. Avec Team USA, quand il est rentré en second unit, on le voyait aux côtés d'Anthony Davis, et il jouait un peu plus, tu vois, le rôle le free safety, quoi. Le free safety, et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui est très alerte
pour tout ce qui est recovery. C'est quelqu'un qui est bon aussi dans un rôle de roamer. C'est juste que il est tellement meilleur que les autres et il permet de faire tellement de choses que voilà, il est pas forcément utilisé là où il y a autre chose que sa polyvalence qui est mise en valeur, tu vois. Et même, tu vois, d'un point de vue défensif, c'est le spectre des joueurs sur lequel il est capable de défendre efficacement. Donc, tu vois, on l'a vu cette saison, on l'a vu face à Anthony Davis, on l'a vu face à Luka Doncic, on l'a vu face à Jason Tatum, on l'a vu vraiment défendre tous les types de joueurs, même des fois, tu vois. Même Jordan Poole, hein. Ouais, oui, Jordan Poole qui ne peut pas prendre le tir, face à des. Il a réussi à défendre Jordan Poole, tu te rends compte la polyvalence du mec, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, c'est le spectre des joueurs sur lesquels il est capable d'être, enfin, c'est même pas qu'il est capable. Le spectre des joueurs sur lesquels il défend bien. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, et lui, il le fait bien. Donc voilà, c'est sur le point défensif, il y a pas grand chose à dire encore une fois, hein, tu vois, tu vois ça c'est sa huitième saison dans la ligue, 5 fois dans le top 5 du défenseur de l'année, tu vois les gens savent. Défensivement, les gens savent. Et c'est vrai que c'est sur plus le côté offensif, hein, comme tu disais, d'un point de vue contexte. Le contexte lui a fait un petit peu de défaut. Et même si on a une efficacité qui est en baisse par rapport à la saison dernière, qui était déjà en baisse par rapport à la saison d'avant, et que la baisse au niveau des paniers assistés n'est pas significative, hein, puisqu'on passe d'un joueur qui était assisté sur 60% de ses tirs à un joueur qui a été assisté sur 58% de ses tirs. Mais là où il y a le plus gros changement qui est opéré, c'est que, tu vois, il est passé de 45% à 40% de ses tirs pris après 0 dribble. Ouais. Et ça fait une grosse différence. Ouais. Ça, je crois que son nom complet, d'ailleurs, le nom complet, c'est Edris Poulidor Adebayo. Ouais. Je crois. Hein. Au niveau de tous ces top 5 Deep Boy, mais sans jamais l'avoir. Non, mais oui, la défense, en effet, on a cet aspect-là. Et voilà, tu vois, quand on veut dire à quel point Gobert est fabuleux, ou je sais pas moi, même Kessler, ou même Porzingis, Brook Lopez, on dit, regardez, il est premier de NBA ou deuxième sur la perte d'efficacité infligée au panier, sur la protection de panier. Sauf qu'un mec comme ça, on peut pas le mesurer aussi facilement parce que les schémas, c'est dynamique, donc il y a du switch, donc il n'y a pas des marqueurs aussi faciles à aller chercher, en fait. Mais tout de même, je trouve que, comme tu dis, et en plus, il y a cette nuance hyper importante que tu as rappelé, c'est, on dit souvent pour pas mal de joueurs, oui, il peut switcher sur tous les postes. Mais je pense que Adebayo, c'est peut-être un des seuls avec Draymond c'est pas juste qu'il peut switcher sur tous les postes, c'est qu'il est bon face à tous les postes. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a combien en NBA à part Adebayo? C'est ça. Draymond Green, peut-être Jaren Jackson, mais même Jackson est un peu moins bon face aux petits. Oui. Ouais, Davis, ouais. Mais il a vraiment une poignée, quoi. Et donc c'est la distinction entre il peut défendre tous les postes et en fait il est très bon face à tous les postes. Voilà. Donc ça c'est évident. Exactement. Et ouais, après moi comme je te dis, l'évolution offensive, je suis pas fan et je pense qu'elle est malheureusement, elle est un peu forcée par le fait que il y a pas eu Lillard. Hein. Pardon, excusez-moi les fans de Miami, mais on attendait Lillard, mais il est pas là. Butler, il est un peu encore en mode vacances parce qu'il est voilà. Et ce qui fait que tu vois, tu parlais du pourcentage de paniers assistés, ça bouge pas tant que ça. C'est juste que 58%, à peine à 58% de ces paniers qui étaient assistés. Enfin voilà, c'est au niveau de Kevin Durant, c'est au niveau de Tyler Herro, c'est au niveau de Joel Embiid, de Nikola Jokic, de Paul George. Tu vois, c'est quand même une certaine charge de création, pour le coup. Et c'est ce qui fait que l'efficacité est un peu plus basse qu'on aimerait, parce que, on est seulement au niveau de la moyenne. Alors que c'est un mec qui, d'habitude, pouvait faire quand même beaucoup plus en termes d'efficacité. Et pareil, tu regardes au niveau de sa fréquence de tir au cercle, on est à peine à 35%. Pour un pivot comme ça, à peine 35% de ses tirs pris au panier. Il y a 2 ans, on était encore à 50% en 2022. Donc la moitié de ses tirs étaient pris au panier, on est à peine à un tiers. Et il y a 4 ans, 2 ans encore avant, en 2020, on était à 60% même de tirs pris au panier. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de création individuelle, un peu forcée, parce qu'il n'y a que ça. Parfois, il n'y a même pas Tyler Herro, donc il n'y a que lui qui peut le faire un peu. Et donc, il y a beaucoup de pull-up, de tirs un peu, parfois, des longs tirs à 2 points. Il y a du post-up aussi, 4 post-up par match. Sauf que l'efficacité, on est à peine dans la moyenne, 50e centile pour les post-up. Isolation, 2 par match aussi, 2 1 contre 1 par match. Isolation un peu plus loin du panier par rapport au post-up. Là encore, efficacité au niveau de la moyenne, un peu moyen bon, on va dire. Mais c'est pas génial. Mais par contre, tu vois, autant je mets pas mal de nuances sur ce scoring qui n'est pas tant efficace que ça et qui pour moi est un peu dommage. Par contre, la vraie valeur offensive de Adebayo et ce qu'il a comparé à Gobert, c'est la création et le fait qu'il peut tu peux organiser une attaque autour de lui et de son passing, de dribble hand-off et de five out en fait. Oui, littéralement. Et après, je trouve que il y a quand même je trouve
un paradoxe, une dualité avec le passing de Bam Adebayo, c'est-à-dire que ses chiffres au passing ne rendent pas hommage au génialissime, enfin au côté génial de son passing, Ouais. la polyvalence qu'il a La d'un point plaque de vue tournante, en passing. fait. Voilà, c'est ça. Sauf que quand tu regardes bien son passing et ce qui construit les chiffres de son passing, il y a beaucoup de passes avant le panier. Tu vois, c'est Ouais. ça. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'il est il est dans le bon chiffre, sauf que le chiffre ne rend pas hommage à son niveau de création et fait peut-être plus part belle au fait qu'il y a pas mal de shoots, de passes qui sont faites avant qu'un joueur mette le tir, quoi. C'est le fait que le tir rentre qui fait que c'est une passe décisive, notamment sur la partie main à main avec Duncan Robinson, même s'il y en a un petit peu moins. Je suis d'accord. Juste simplement pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport Vas-y. à son jeu offensif aussi, notamment au niveau du scoring, c'est que c'est un joueur qui est dans l'expansion de son jeu offensif et un peu dans l'exploration. Des fois, t'as l'impression de revoir un peu, tu vois, soit un peu Paul Millsap ou la Marcus Aldridge de temps en temps. Et en fait, euh, il est on a désormais un petit flash de tir de loin, de tir en périphérie. Et en fait, pour aller avec ce que tu disais, notamment par rapport aux changements qui ont eu lieu, notamment sur le jeu de post-up et ses tirs, on voit un joueur qui a doublé en fait sa distance de tir, la distance avec laquelle, la distance moyenne de ses tirs par rapport à sa saison rookie. Donc on est vraiment quelqu'un qui s'écarte de plus en plus Ouais. du panier, comme tu le disais. Ouais, et puis qui était un vrai role-player de finition et qui devient un peu plus. Alors C'est après, ça. pour l'aspect passing, c'est bien. Organisation du jeu, les dribble and off, les zoom action, etc. Pour l'aspect scoring, c'est vrai que moi, je trouve que moins il va prendre ces tirs-là, où il n'y a pas une grande rentabilité, mieux ce sera. Mais voilà, ça dépend aussi de si t'as pas de créateur à côté, il faut bien que quelqu'un prenne les tirs. Hein. Je crois qu'on en parlait avec toi, je sais plus avec qui, quel joueur de Memphis. On se dit, ouais, mais c'est Jaren Jackson. Jaren Jackson, bon, il y a personne Stan à Memphis, il faut bien que quelqu'un les prenne les tirs. Donc lui, voilà, il a aussi été un peu passé révélateur par défaut finalement. Mais ok, très bien, et bien on peut avancer vers le classement. Alors, où est-ce qu'on le projette, notre Bam Adebayo, sachant qu'on a déjà mis Jalen Williams top 15, a priori on va être au-dessus alors. Moi, je l'avais, Bam Adebayo, au plus haut, entre Mitchell et Edwards, et au plus bas devant Gobert. Ouais, par rapport à Gobert, c'est vrai qu'il y a cet aspect de la défense, pour moi, est quand même de top niveau. Oui. Et en plus, il y a tout ce qui est apport offensif qui est pas mal. Oui. Je sais que l'an dernier, il y avait un écart assez significatif entre les deux, mais parce que la saison de Gobert était moins merveilleuse. J'avoue que cette année, l'écart est peut-être un peu plus proche, mais... C'est-à-dire qu'à l'efficacité, Rudy Gobert, plus sa gravité, il va apporter beaucoup plus. Mais la façon dont, je trouve que, tu vois, notamment dans le côté playmaking, tu vois, faire fonctionner offensivement un système sans, ou avec des premiers créateurs, soit moyens, soit très absents, il n'y a pas toute cette flexibilité-là, en fait, avec Gobert. Par rapport à Mitchell, est-ce qu'on monte jusqu'à Mitchell? Est-ce qu'on monte jusqu'à Booker ou pas? Je suis un peu tenté, moi. De monter jusqu'à Booker? Non, peut-être pas Booker, mais entre Mitchell et Edwards, alors peut-être un truc comme ça. Moi, c'est là, le plus haut que j'avais, c'est entre Mitchell et Edwards. Ouais, c'est ça, ma fourchette haute, c'est entre Mitchell et Edwards. Ouais, je suis un peu tenté de le mettre là, quand même. Hein. Je suis un peu tenté de le mettre là. Parce que la défense est à ce point géniale. Ouais, je suis d'accord. Bah ok, mettons-le là alors. Mettons Bam Adebayo, sa défense transcendante et son passing par là. Ok, donc il est top 10 pour l'instant. Il est top 10. Je pense qu'il finira top 20 au final. Et donc petit quiz pour finir rapidement. Nous sommes le 17 mars 2024 et c'est un buzzer beater contre les Pistons. Je sais pas si tu t'en souviens. Il a mis un tir au buzzer contre les Pistons pour gagner le match. Qui est sur le terrain à ce moment-là? Nous sommes le 17 mars, je le rappelle. Alors, on va essayer de commencer par Détroit. On va dire Kate Cunningham potentiellement. Oui, Cade. Jaden Ivey. Ivey n'est pas sur le terrain, non. Ivey n'est pas sur le terrain. Alors, Ozar Thompson. Non, pas sur le terrain. On a plutôt extérieur côté. Ça joue en Grèce actuellement, si tu vois ce que je veux dire. Ah, pas du tout. Drafté par Denver, ça a joué beaucoup à Orlando. Ça a signé très cher au Knicks, mais ça l'a pas fait jouer au Knicks. Ça a été salary dump à Détroit. Ah oui, Evan Fournier national. Exactement. Evan Fournier était sur le terrain. Et d'ailleurs, à la fin, il y a le buzzer beater de Bam Adebayo. À la fin, le ballon lui revient dessus. Il le prend, il met un énorme coup de pied dans le ballon. Et il l'envoie en l'air. De frustration. Par énervement, par frustration, tout à fait. Donc, Cade, Fournier. Isaiah Stewart. Stewart, en effet, ouais, il est là. Jalen Duren. Jalen Duren, ouais. Il me manque quelqu'un. Fontecchio. Exactement, Fontecchio, ouais, tout à fait. Et côté Miami.
Côté Miami, donc on va dire Bam Adebayo. Je crois que Hero était déjà revenu. Il est revenu, mais il est pas sur le terrain en tout cas. Ok. Delon Wright. Non, non, non. Comment ça s'appelle? Kevin Love. Pas Kevin Love non plus. On a quelqu'un qui a mangé des minutes à Kevin Love au poste 4 cette année. Ah, Jovic. Nikola Exactement, Jovic. Jovic. Et pas Jokic, c'est Jovic. Malheureusement pour Miami. Nikola Jovic. Il y a peut-être Haywood Smith. Non, la défense. on a quelqu'un qui était en feu contre Boston l'an passé. Hero. Non, alors pas 2020, il était pas non, en je parle feu. de 2023. Ah oui, Caleb Martin, pardon. Exactement, Caleb Martin. On a un ancien de Boston aussi, que Miami a pris, on sait pas trop pourquoi. Moi je pense que c'est pour des raisons financières, en tout cas j'espère, parce que Terry sportivement, Rozier. Mais c'est pas la folie. Ouais, c'est Terry Rozier, tout à fait, Terry Rozier. Et le dernier, il est magnifique. C'est... Jimmy. Non, moi je l'appelle le magnifique, mais c'est un shooter surtout. Un ancien. Duncan Robinson. Exactement, Duncan Robinson, le oui. magnifique. Duncan Oui, Robinson, oui. magnifique.